Dans les archives partiellement brûlées du comté de Beaufort, en Caroline du Sud, un registre médical daté de 1847 porte une annotation étrange à l'encre délavée. 3 naissances, une seule survie déclarée. Anomalie corrigée. 50 ans plus tard, un descendant découvrira que derrière ces mots bureaucratiques se cache l'une des décisions les plus cruelles jamais imposées à une mère. Une décision qui déterminera le destin de 3 vies avant même qu'elles ne commencent à respirer. Avant de plonger dans cette histoire qui hante encore les mémoires familiales du Sud profond, abonnez-vous à cette chaîne et dites-nous en commentaire de quelle ville vous nous écoutez en ce moment. Chaque région possède ses propres secrets enfouis, et peut-être que votre ville cache elle aussi des vérités oubliées. L'année 1847 marque un moment particulier dans l'histoire du Sud-Américain. La guerre avec le Mexique vient de s'achever, élargissant encore les territoires où l'institution de l'esclavage pourra s'étendre. Dans les États côtiers comme la Caroline du Sud, les plantations de coton et de riz constituent l'épine dorsale d'une économie entièrement dépendante du travail forcé. Les propriétaires terriens, enrichis par des décennies d'exploitation, ont développé un système complexe de contrôle où chaque aspect de la vie des personnes asservies est régi par des règles rigides, souvent non écrites mais impitoyablement appliquées. La plantation Riverside s'étend sur plus de 2000 hectares le long des méandres paresseux de la rivière Combahee. Propriété de la famille Caldwell depuis 3 générations, elle compte parmi les plus prospères de la région. William Caldwell, âgé de 42 ans en cette année 1847, a hérité du domaine à la mort de son père 7 ans auparavant. Contrairement à certains planteurs qui résident dans les villes élégantes de Charleston ou de Savannah, William vit sur sa terre toute l'année, supervisant personnellement chaque détail de l'exploitation avec une méticulosité qui confine à l'obsession. La grande maison blanche, avec ses colonnes imposantes et ses larges vérandas, domine un paysage de champs interminables où le coton blanc contraste avec la terre rouge et noire. Derrière la demeure principale, dissimulée par un bosquet de chênes centenaires drapés de mousse espagnole, se trouvent les quartiers des esclaves, une vingtaine de cabanes rudimentaires en planches disjointes où vivent les 137 personnes qui constituent la main-d'œuvre de Riverside. Ces habitations, alignées en 2 rangées parallèles, forment un village miniature gouverné par ses propres hiérarchies, ses propres codes, ses propres silences. Parmi ces personnes asservies se trouve Patience, 24 ans, née sur la plantation voisine de Thornhill et vendue à Riverside lors de la liquidation partielle d'une succession difficile. Son arrivée 6 ans plus tôt n'a marqué personne en particulier. Les transactions humaines étaient si fréquentes qu'on ne prenait plus la peine de s'attacher aux nouveaux venus. Mais Patience possède une qualité rare qui n'a pas échappé à Martha Caldwell, l'épouse de William. Une habileté exceptionnelle avec l'aiguille et une discrétion presque surnaturelle dans ses mouvements. En 2 ans, elle est devenue l'une des couturières personnelles de Madame Caldwell, passant ses journées dans une petite pièce adjacente à la maison principale, loin des champs de coton, où travaillent la plupart des autres. Ce statut particulier lui vaut à la fois des privilèges et une surveillance accrue. Elle mange un peu mieux que les travailleurs des champs, porte des vêtements légèrement moins usés, échappe aux châtiments corporels les plus brutaux. Mais elle vit aussi dans l'ombre permanente de la grande maison, accessible à tout moment, visible par toutes les fenêtres, incapable de disparaître dans l'anonymat collectif des rangées de coton. Sa beauté, une peau couleur miel, des traits fins qui trahissent un métissage quelques générations en arrière, des yeux d'un vert inhabituel, n'a pas non plus échappé à l'attention de certains hommes blancs du domaine. En 1846, Patience épouse Isaiah, un forgeron de la plantation, au Midzinse. Le mariage, bien sûr, n'a aucune valeur légale. Les personnes asservies ne peuvent pas contracter de lien juridique. Mais il est reconnu par la communauté des quartiers et toléré par William Caldwell tant qu'il n'interfère pas avec le travail. Isaiah est un homme imposant, la trentaine, aux mains noueuses et brûlées par des années passées à manier le fer chaud. Il parle peu, travaille beaucoup
et porte dans son regard une tristesse ancienne que personne ne questionne jamais. L'hiver de 1846 à 1847 est particulièrement rigoureux. Les gelées nocturnes sont si intenses que l'eau des seaux forme une couche de glace que les enfants brisent chaque matin. Patience découvre qu'elle est enceinte au début de novembre, mais garde le secret aussi longtemps que possible. Dans l'univers de la plantation, une grossesse peut signifier n'importe quoi. Une valeur accrue aux yeux du maître, un futur travailleur, ou au contraire une période de vulnérabilité où une femme devient temporairement moins utile et donc plus exposée à la vente ou au châtiment. Elle continue à coudre, dissimulant son ventre qui s'arrondit sous des tabliers amples. Martha Caldwell finit par remarquer en février et exige une confirmation du docteur Silas Pemberton, un médecin d'une 50aine d'années qui dessert les plantations de la région. Pemberton est un homme aux convictions ambiguës. Il déteste les excès de cruauté, mais considère l'esclavage comme une institution économique nécessaire. Il examine Patience dans le silence inconfortable de la petite infirmerie des quartiers, une pièce où l'odeur de moisi se mêle au relent de remèdes improvisés. « Elle est effectivement enceinte, Madame Caldwell », confirme-t-il après l'examen. « D'environ 4 mois, je dirais. Mais il hésite, pose de nouveau ses mains sur le ventre de Patience, fronce les sourcils. Il y a quelque chose d'inhabituel. Le ventre est très volumineux pour ce stade. Et je détecte plusieurs battements de cœur. » Martha Caldwell se raidit. « Que voulez-vous dire? Je crois qu'elle porte des jumeaux, peut-être même des triplés. C'est difficile à confirmer avec certitude, mais les signes sont là. » Le silence qui suit est chargé d'implications que Patience comprend immédiatement, même si rien n'est dit explicitement. Des naissances multiples, chez les personnes asservies, sont considérées comme problématiques. 3 bouches supplémentaires à nourrir pendant des années avant que ces enfants ne deviennent productifs. 3 bébés qui nécessiteront l'attention de leur mère alors qu'elle devrait travailler. Et surtout, des risques accrus de complications, de mortalité infantile, de dépenses médicales. Martha Caldwell quitte l'infirmerie sans un mot. Ce soir-là, elle en parle à son époux, et William Caldwell prend une décision qui ne sera jamais couchée par écrit dans les registres officiels de la plantation. Au début du mois de mai 1847, alors que les premières chaleurs de l'été commencent à s'installer sur la Caroline du Sud, Patience entre en travail 3 semaines avant le terme prévu par le docteur Pemberton. Les contractions commencent au milieu de la nuit, violentes et rapprochées. Isaiah court chercher Mama Ruth, la sage-femme des quartiers, une femme de 70 ans qui a assisté à presque toutes les naissances de Riverside depuis 40 ans. Mais avant que Mama Ruth n'arrive à la cabane, un message est transmis. Madame Caldwell exige que l'accouchement se déroule dans l'infirmerie de la plantation, sous la supervision du docteur Pemberton. C'est inhabituel. La plupart des femmes asservies accouchent dans leur propre cabane, assistées par les sages-femmes traditionnelles. L'intervention médicale d'un docteur blanc est réservée au cas où la mère ou l'enfant représente une valeur économique particulière, ou lorsque des complications menacent. Patience est transportée jusqu'à l'infirmerie, soutenue par Isaiah et Mama Ruth. Le bâtiment, situé à mi-chemin entre les quartiers et la grande maison, baigne dans la lumière vacillante des lampes à huile. Le docteur Pemberton est déjà présent, ainsi que Martha Caldwell elle-même, ce qui ajoute une tension palpable à l'atmosphère. Aucune des femmes présentes n'ose questionner la présence de la maîtresse pendant un accouchement d'esclave. Le travail est long et difficile. Patience lutte pendant près de 10 heures, son corps épuisé par les contractions successives. Mama Ruth murmure des encouragements, éponge son front trempé de sueur, mais évite soigneusement de croiser le regard de Martha Caldwell ou du docteur Pemberton. Il y a quelque chose d'anormal dans cette scène, quelque chose que sa longue expérience lui fait pressentir sans qu'elle puisse le nommer. Le premier enfant naît à l'aube, au moment précis où les premières lueurs roses colorent le ciel au-dessus des champs de coton. C'est un garçon, petit mais vigoureux, qui pousse un cri perçant dès qu'il respire. Sa peau est claire, presque aussi pâle que celle d'un nouveau-né blanc, avec juste une nuance dorée qui trahit ses origines mixtes.
Ses cheveux, encore humides, semblent promettre d'être d'un châtain clair. Un garçon, annonce le docteur Pemberton d'une voix neutre, coupant rapidement le cordon ombilical et tendant l'enfant à Mama Ruth pour qu'elle le nettoie. Mais les contractions de Patience ne cessent pas. Quelques minutes plus tard, un deuxième enfant émerge, une fille cette fois, également vigoureuse malgré sa petite taille. Mais sa peau est nettement plus foncée, d'un brun riche qui contraste violemment avec celle de son frère. Ses traits sont différents aussi, plus larges, plus africains dans leurs proportions. Mama Ruth l'enveloppe rapidement dans un tissu, le cœur battant. Elle a assisté à suffisamment de naissances pour comprendre ce que cette différence de teint signifie dans la hiérarchie cruelle de la plantation. Elle jette un regard rapide à Martha Caldwell et voit la mâchoire de la femme se crisper. Patience, épuisée, peine à garder les yeux ouverts. « Mes bébés !» murmure-t-elle faiblement. « Laissez-moi voir mes bébés !» Mais le troisième enfant arrive déjà. Un autre garçon, celui-ci hurlant avec une force étonnante pour sa taille minuscule. Sa peau est sombre comme celle de la petite fille, peut-être même légèrement plus. Ses cheveux noirs et crépus collent à son crâne. 3 enfants. 3 vies nouvelles qui devraient être une source de joie, même dans les circonstances les plus sombres. Mais dans la petite infirmerie baignée par la lumière grise du petit matin, le silence qui suit la dernière naissance est pesant, menaçant. Martha Caldwell se lève de sa chaise dans le coin de la pièce. Elle s'approche de Mama Ruth qui tient les 2 derniers nés, examine les 3 enfants sans toucher aucun d'eux, comme si leur simple proximité la dérangeait. Puis elle se tourne vers le docteur Pemberton. « Docteur, un mot en privé s'il vous plaît. » Ils sortent de l'infirmerie, laissant Patience à demi consciente sur la table d'examen, Mama Ruth serrant les nouveau-nés contre elle avec une peur grandissante dans les yeux, et Isaiah immobile près de la porte, ses mains de forgeron crispées en poings impuissants. La conversation à l'extérieur est brève, inaudible pour ceux qui sont restés à l'intérieur. Lorsque Martha Caldwell et le docteur Pemberton reviennent, leurs visages sont fermés, impénétrables. « Mama Ruth » dit Martha Caldwell d'une voix posée, presque douce, ce qui la rend encore plus terrifiante. « Combien d'enfants voyez-vous là ?» La vieille sage-femme serre les bébés plus fort contre sa poitrine. « Madame, je vois 3 enfants, 3 bébés en bonne santé qui ont besoin de leur mère. » « Vous vous trompez. » Martha Caldwell pointe du doigt le premier-né, le garçon à la peau claire. « Il y a un enfant, un seul. Les 2 autres sont morts-nés, trop faibles pour survivre. Une tragédie, mais courante avec les naissances multiples. Le temps semble se figer. » Mama Ruth ouvre la bouche, la referme, comprenant soudain l'horreur de ce qui est en train de se produire. Isaiah fait un pas en avant, mais le docteur Pemberton lève une main en signe d'avertissement. « Ce sont des ordres, Mama Ruth, » dit le médecin doucement, et il y a quelque chose dans sa voix, de la honte peut-être, ou simplement de la résignation. Enregistrer une seule naissance vivante, les 2 autres enfants n'ont jamais respiré. Patience, malgré son épuisement, a entendu. Elle essaie de se redresser, tend les bras vers ses enfants. « Non, non, ils sont vivants. Donnez-moi mes bébés. » Martha Caldwell se tourne vers elle avec une expression qui mêle froideur et quelque chose qui pourrait presque ressembler à de la pitié. Mais c'est une pitié cruelle, conditionnelle. « Patience, écoutez-moi attentivement. Vous avez donné naissance à un fils, un seul. Un beau garçon qui a de bonnes chances de survie. Si vous voulez qu'il vive, si vous voulez rester ici à Riverside plutôt que d'être vendu à une plantation des terres intérieures où les conditions sont bien pires, vous accepterez cette vérité. Un enfant, un seul. Les implications sont cristallines. Le garçon à la peau claire, celui qui pourrait presque passer pour blanc dans certaines lumières, celui qui représente une valeur économique potentiellement plus élevée, celui dont l'apparence ne rappelle pas trop brutalement les mélanges raciaux que la société sudiste préfère ignorer, sera autorisé à vivre. Les 2 autres doivent disparaître. Vous ne pouvez pas... commence Isaiah, mais sa voix se brise. Il sait, comme tous ceux présents dans cette pièce, que la résistance est impossible.
Il sait ce qui arrive aux hommes asservis qui défient les ordres directs des maîtres. Il sait que sa propre survie, celle de Patience, et maintenant celle d'au moins un de leurs enfants, dépend de leur soumission à cette monstruosité. Patience sanglote, son corps secoué par des spasmes d'épuisement et de désespoir. Laissez-moi au moins les tenir, laissez-moi dire au revoir. Martha Caldwell hésite, puis fait un signe de tête presque imperceptible à Mama Ruth. La vieille sage-femme s'approche de la table d'examen, pose doucement les 2 bébés aux côtés de Patience. La petite fille et le deuxième garçon ne pleurent plus maintenant. Ils sont tombés dans le sommeil paisible des nouveau-nés, inconscients de la tragédie qui se déploie autour d'eux. Patience les prend contre elle, un dans chaque bras, le premier garçon reposant déjà dans un berceau improvisé à côté de la table. Elle les regarde avec une intensité déchirante, comme si elle pouvait graver leurs traits minuscules dans sa mémoire pour l'éternité. Elle chuchote des mots que personne d'autre ne peut entendre, des prières peut-être, ou des promesses impossibles à tenir. 10 minutes, c'est tout le temps qu'on lui accorde. 10 minutes pour connaître 2 de ses 3 enfants, pour sentir leur poids léger dans ses bras, pour respirer leur odeur de nouveau-né, pour embrasser leur front tiède. Puis, Martha Caldwell dit simplement « Assez ». Mama Ruth doit arracher les bébés des bras de Patience. C'est la chose la plus difficile qu'elle ait jamais eu à faire en 40 ans de sage-femme. Les cris de Patience résonnent dans toute l'infirmerie, puis au-delà, portés par l'air humide du matin jusqu'au quartier où les autres personnes asservies se réveillent pour une nouvelle journée de travail. Ils entendent et ils comprennent immédiatement qu'une nouvelle horreur vient de s'ajouter à la liste longue et douloureuse de celles qu'ils ont déjà vécues ou témoignées. Isaiah doit maintenir Patience sur la table pour l'empêcher de se lever et de suivre Mama Ruth qui sort avec les 2 enfants. Le docteur Pemberton administre un sédatif, du laudanum dissous dans de l'eau, pour calmer ses cris qui deviennent hystériques. Dehors, dans la lumière grandissante du jour naissant, Mama Ruth marche lentement vers sa propre cabane, serrant les 2 bébés contre elle. Ses joues sont mouillées de larmes silencieuses. Elle sait ce qu'on attend d'elle, mais elle ne peut pas le faire. Elle ne tuera pas ses enfants. Pendant les heures qui suivent, tandis que Patience sombre dans un sommeil artificiel et qu'Isaiah retourne mécaniquement à sa forge, incapable de penser à autre chose qu'à ce qu'il vient de perdre, Mama Ruth nourrit les 2 bébés avec du lait tiré d'une chèvre gardée près des quartiers. Ils têtent avec vigueur, inconscients du danger qui plane sur eux. Le soir même, le contremaître principal de la plantation, un homme blanc nommé Horace Finch, vient chercher Mama Ruth. « Madame Caldwell veut des confirmations », dit-il sèchement. « Les corps, pour l'enregistrement. » Mama Ruth le regarde dans les yeux. Ce vieux regard de femme qui a survécu à des décennies d'humiliation et de tragédie, et elle ment. Ils sont enterrés déjà, dans le petit cimetière derrière les quartiers. Vous savez comment c'est avec les morts-nés, monsieur Finch. On ne peut pas attendre, pas avec cette chaleur. Finch fronce les sourcils, soupçonneux, mais il ne pousse pas plus loin. Les morts-nés d'esclaves ne méritent pas beaucoup d'attention administrative. Très bien, assurez-vous que le registre soit correctement rempli. Une naissance, 2 décès. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, Mama Ruth entreprend quelque chose qui la terrorise par son audace et ses conséquences potentielles. Elle enveloppe la petite fille et le deuxième garçon dans des tissus doux, les place dans un panier à fond plat et se glisse hors des quartiers. Il existe, à environ 8 km de la plantation Riverside, une petite communauté de personnes noires libres établies dans une zone marécageuse que les Blancs évitent généralement. Ces gens, descendants d'esclaves affranchis, de métis jamais enregistrés comme propriété, de fugitifs qui ont réussi à disparaître dans la nature sauvage, vivent dans un état de semi-clandestinité, tolérés tant qu'ils restent invisibles et n'interfèrent pas avec l'économie de la région. Mama Ruth connaît l'existence de cette communauté depuis des années. Son propre frère y vit, un homme qui a acheté sa liberté 3 décennies auparavant grâce à des années de travail supplémentaires méticuleux.
Le voyage à travers les bois et les marais est dangereux la nuit, surtout pour une femme âgée portant 2 nouveau-nés. Mais Mama Ruth n'a pas le choix. Elle arrive à l'aube, épuisée, les jambes lacérées par les ronces, ses vêtements trempés par la rosée et l'eau stagnante des marécages. Son frère Samuel, maintenant âgé de 75 ans et presque aveugle, la reçoit avec un mélange de joie et d'inquiétude. Lorsqu'elle lui explique la situation, son visage s'assombrit. « Ruth, tu sais ce que tu risques? Si on découvre que tu as caché ces enfants, je sais, mais je ne pouvais pas les tuer. Je ne pouvais pas. » Samuel appelle sa femme, Esther, et ensemble ils examinent les 2 bébés qui dorment paisiblement, ignorant de la complexité de leur situation. La petite fille a des traits délicats, des yeux qui promettent de devenir aussi expressifs que ceux de sa mère. Le garçon est plus robuste, ses petits poings serrés même dans son sommeil. « On va les prendre », dit finalement Esther. C'est une femme pragmatique qui a élevé 6 enfants dans des conditions précaires. Mais ils ne pourront jamais savoir d'où ils viennent, jamais. C'est trop dangereux, pour eux, pour toi, pour tout le monde. Mama Ruth acquiesce, le cœur brisé, mais soulagé. Elle passe quelques heures avec les enfants, les nourrit une dernière fois, puis repart vers Riverside avant que son absence ne soit remarquée. Dans les jours suivants, elle dira à quiconque pose la question que les corps des morts-nés ont été rapidement enterrés selon la coutume, sans marqueur ni cérémonie. À Riverside, Patience émerge lentement de son hébétude médicamenteuse. Le docteur Pemberton lui a rendu visite 2 fois, vérifiant qu'elle se remettait physiquement de l'accouchement. Il évite soigneusement son regard, parle peu, prescrit du repos. Martha Caldwell ne revient pas à l'infirmerie. Le 3e jour, on permet à Patience de retourner dans sa cabane avec le bébé survivant, le garçon à la peau claire qu'on a décidé de laisser vivre. Isaiah a fabriqué un petit berceau en bois, ses mains habituellement si sûres, tremblant sur les outils. Le couple ne parle pas de ce qui s'est passé. Comment pourrait-on mettre des mots sur une telle chose? Le bébé n'a pas encore de nom. Dans la communauté asservie de Riverside, nommer un enfant trop tôt est considéré comme malchanceux. Trop de nouveau-nés meurent dans leur première semaine. Mais il y a aussi autre chose. Nommer cet enfant, c'est accepter la réalité de sa survie solitaire. C'est reconnaître l'absence des 2 autres. Patience allaite le petit garçon mécaniquement. Elle le regarde et voit ses frères perdus. Elle compte ses doigts, examine ses traits, et se demande si la petite fille avait les mêmes fossettes, si l'autre garçon aurait eu le même pli à l'oreille gauche. Le lait coule, le bébé tète, mais le processus semble se dérouler à une distance immense, comme si elle observait la scène de l'extérieur de son propre corps. Les autres femmes des quartiers viennent lui rendre visite, apportant de la nourriture, des conseils, leur présence silencieuse et compréhensive. Elles savent, tout le monde sait. Mais personne ne parle ouvertement de ce qui s'est passé ce matin-là dans l'infirmerie. C'est devenu instantanément l'un de ces secrets collectifs que la communauté porte, comme un fardeau partagé, enfoui sous des couches de silence protecteur. Mama Ruth vient chaque jour vérifier que Patience se rétablit correctement. Les 2 femmes échangent des regards chargés de sens, mais ne disent rien d'explicite. Patience a-t-elle compris que ses 2 autres enfants pourraient être vivants quelque part? Mama Ruth devrait-elle lui dire la vérité, ou est-il plus miséricordieux de la laisser croire qu'ils sont morts paisiblement? Ces questions restent en suspension, jamais formulées, jamais répondues. Au bout de 2 semaines, Patience donne finalement un nom au garçon. Thomas. C'est un nom simple, commun, qui ne porte pas trop de poids. Thomas pousse bien, prend du poids, gazouille et sourit. Sa peau reste claire, ses cheveux s'éclaircissent encore en séchant après les bains. Martha Caldwell vient l'inspecter une fois, hoche la tête avec satisfaction et déclare que l'enfant devra être formé pour le travail domestique plutôt que pour les champs quand il sera plus âgé. C'est à la fois une bénédiction, le travail domestique est moins épuisant et brutal, et une malédiction. Il sera constamment sous l'œil vigilant de la famille Caldwell. Pendant ce temps, dans la communauté marécageuse, Esther et Samuel élèvent les 2 autres enfants comme leurs propres petits-enfants. Ils inventent une histoire. Ce sont les enfants d'une nièce décédée en couche dans une plantation plus au nord.
La petite fille reçoit le nom de Grace, le garçon celui de Gabriel. Les résidents de la communauté, habitués à accueillir des âmes perdues et à ne pas poser trop de questions sur les origines, acceptent cette explication sans insister. Grace et Gabriel grandissent dans un environnement radicalement différent de celui de leur frère Thomas. Ils sont techniquement libres, aucun document n'existe qui les revendique comme propriété, mais leur liberté est précaire, constamment menacée. Des chasseurs d'esclaves patrouillent occasionnellement dans la région, cherchant des fugitifs, et n'importe quelle personne noire sans papier d'affranchissement peut être capturée et vendue. Esther fabrique de faux documents pour les jumeaux, des certificats d'affranchissement grossièrement falsifiés mais suffisamment convaincants pour décourager un examen superficiel. Les 3 enfants traversent leurs premières années sans jamais savoir qu'ils ont des frères et une sœur à quelques kilomètres de distance. Thomas apprend à marcher dans la cour de la grande maison sous le regard attentif de Patience qui travaille de nouveau comme couturière. Grace et Gabriel explorent les marécages, apprennent à pêcher, à reconnaître les plantes comestibles, à se déplacer silencieusement dans les bois. 3 vies divergentes, nées du même ventre, séparées par une décision cruelle. Si cette histoire vous glace le sang, si vous voulez savoir comment ces 3 vies vont se croiser à nouveau, laissez un commentaire en nous disant ce que vous pensez qui va arriver. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer la suite de ce récit qui va prendre des tournures que personne ne peut anticiper. Les années passent. La plantation Riverside continue son cycle immuable de plantation et de récolte, de naissance et de mort, de profit et de dette. William Caldwell prospère, achète des terres adjacentes, augmente son cheptel humain à plus de 160 personnes. Martha Caldwell vieillit prématurément, affligée de migraines chroniques qu'aucun médecin ne parvient à soulager. Certains des esclaves les plus superstitieux murmurent que c'est une malédiction pour ce qu'elle a fait, mais la plupart restent silencieux. Thomas grandit en enfant docile et intelligent. À 6 ans, il aide déjà aux tâches domestiques simples, apprenant à mettre la table, à cirer les chaussures, à porter des messages entre la grande maison et les dépendances. Sa peau claire lui vaut un traitement légèrement meilleur que celui réservé aux enfants plus foncés. Moins de coups, plus de patience quand il fait des erreurs, quelques friandises occasionnelles de la part de Martha Caldwell, qui semble avoir développé une affection étrange pour lui. Patience l'observe avec un mélange d'amour et de douleur constante. Chaque fois qu'elle le regarde, elle voit les 2 absents. Elle s'est repliée sur elle-même au fil des années, parlant peu, souriant rarement. Isaiah travaille toujours à la forge, mais le couple a perdu la connexion qui les unissait autrefois. Comment maintenir une intimité quand le souvenir d'une telle perte se dresse comme un mur invisible entre 2 personnes? En 1853, un événement inattendu vient perturber la routine de Riverside. William Caldwell reçoit la visite de son frère cadet, Jonathan, qui vit à Charleston et travaille comme négociant. Jonathan amène avec lui sa femme, Abigail, et leur fils unique, Edward. Un garçon de 9 ans aux manières affectées et au regard curieux. La famille reste 3 semaines à la plantation. Et pendant ce temps, Edward développe une fascination pour Thomas, maintenant âgé de 6 ans. Les 2 garçons jouent ensemble dans la cour, une situation inhabituelle que Martha Caldwell tolère avec réticence, consciente qu'il serait impoli d'interdire à son neveu de s'amuser comme il l'entend. Edward apprend à Thomas des jeux de Charleston, lui montre ses soldats de plomb, lui enseigne même quelques lettres de l'alphabet griffonnées dans la poussière avec un bâton. Patience observe ces interactions avec une anxiété croissante. Elle sait que ce genre de familiarité entre un enfant blanc et un enfant asservi ne peut mener qu'à des complications. Quand Edward repartira, Thomas restera avec la conscience douloureuse d'un monde dont il sera toujours exclu. Mais c'est pendant cette visite que quelque chose de plus significatif se produit. Jonathan Caldwell, un soir après le dîner, engage une conversation avec son frère sur la véranda, leur voix portant jusqu'à la fenêtre ouverte de la cuisine où Patience plie des serviettes. « Tu devrais vraiment considérer de diversifier tes actifs, William, » dit Jonathan. « Le marché des esclaves est volatile en ce moment.
Les abolitionnistes gagnent du terrain dans le Nord. Les abolitionnistes sont des idéalistes qui ne comprennent rien à l'économie, répond William avec un rire méprisant. Le coton est roi, Jonathan, et le roi a besoin de ses sujets. Je ne dis pas d'abandonner la plantation. Je suggère juste d'investir aussi dans d'autres domaines. Par exemple, j'ai entendu parler d'une opportunité intéressante. Une communauté de nègres libres à quelques kilomètres d'ici, dans les marécages. Apparemment, ils ont des terres qui pourraient être réclamées, des gens qui pourraient être réenregistrés, si tu vois ce que je veux dire. Patience laisse tomber la serviette qu'elle tenait. Ses mains tremblent. La communauté des marécages, celle où Mama Ruth a emmené. Non, elle ne peut pas y penser. C'est impossible. Intéressant, dit William pensivement. Mais risqué. S'attaquer à des nègres prétendument libres peut créer des complications légales. Seulement s'ils ont des papiers légitimes. Et combien de ces documents d'affranchissement résistent à un examen minutieux par un magistrat sympathique? La conversation dérive vers d'autres sujets, mais Patience a entendu assez. Cette nuit-là, elle va trouver Mama Ruth dans sa cabane. La vieille femme, maintenant âgée de presque 80 ans, dort mal et se réveille facilement. Mama Ruth, chuchote Patience d'urgence. Il faut que je sache, ce matin-là, il y a 6 ans, mes 2 autres bébés, sont-ils vraiment morts? Le silence qui suit est si long et si lourd que Patience croit d'abord que Mama Ruth ne répondra pas. Puis, lentement, la vieille femme pose sa main noueuse sur celle de Patience. « Pourquoi me demandes-tu ça maintenant, enfant, après toutes ces années ?»« Parce que j'ai besoin de savoir, parce que quelque chose me dit... J'ai toujours eu l'impression. S'il te plaît, Mama Ruth, dis-moi la vérité. » Mama Ruth ferme les yeux et dans l'obscurité de la cabane éclairée seulement par une bougie mourante, elle raconte. Elle raconte le voyage nocturne à travers les marécages, la communauté libre, Samuel et Esther, les 2 enfants, Grace et Gabriel, qui grandissent quelque part dans l'ombre, ignorant de leurs origines. Patience écoute sans un mot, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Quand Mama Ruth termine, elle demande dans un souffle « Peuvent-ils être sauvés? Si les Caldwell découvrent cette communauté... » « Je ne sais pas, enfant, je ne sais pas. Mon frère est vieux maintenant et moi aussi. Nous n'avons pas le pouvoir de protéger qui que ce soit contre un homme blanc décidé à nuire. » Patience retourne dans sa cabane, s'allonge à côté d'Isaiah endormi et regarde le plafond jusqu'à l'aube. Ses 2 autres enfants sont vivants. Cette pensée est à la fois une joie écrasante et une terreur absolue. Pendant 6 ans, elle a pleuré des morts. Maintenant, elle doit vivre avec la conscience de vie qui continue quelque part, hors de sa portée, constamment en danger. Les semaines suivantes sont marquées par une tension souterraine que peu de gens remarquent, mais que Patience ressent dans chaque fibre de son être. Elle écoute les conversations, guette les signes que William Caldwell pourrait agir sur la suggestion de son frère. Elle observe Thomas avec une attention redoublée, le voyant maintenant non plus seulement comme son fils survivant, mais comme le frère inconscient de 2 autres enfants en danger. En septembre 1853, ses pires craintes commencent à se matérialiser. Horace Finch, le contremaître, recrute un groupe de 6 hommes, certains esclaves de confiance, d'autres blancs pauvres employés occasionnellement pour des tâches spéciales, et les envoie en reconnaissance vers les zones marécageuses. Officiellement, ils cherchent des terres cultivables. Officieusement, tout le monde sait qu'il s'agit de repérer la communauté de personnes libres et d'évaluer les opportunités d'expansion des terres Caldwell. Patience apprend cela par Isaiah, qu'il a entendu d'un des hommes recrutés. Elle sait qu'elle doit agir, mais comment? Elle est une femme asservie, sans droit, sans ressources, surveillée en permanence. Toute tentative de quitter la plantation sans permission serait immédiatement remarquée et sévèrement punie. C'est alors qu'elle prend une décision désespérée. Elle profite d'une nuit où Martha Caldwell souffre d'une de ces migraines particulièrement violentes et demande à Patience de rester près d'elle pour lui appliquer des compresses froides. Dans la pénombre de la chambre de Madame Caldwell, tandis que la femme gémit de douleur, Patience parle. « Madame, commence-t-elle doucement, puis-je vous parler de quelque chose de personnel ?»
Martha Caldwell, les yeux fermés sous une compresse humide, fait un geste vague qui pourrait signifier oui. Il y a 6 ans, quand j'ai accouché de Thomas. Vous vous souvenez de ce jour? Le corps de Martha Caldwell se raidit légèrement. Pourquoi parles-tu de ça maintenant? Parce que j'ai entendu que Monsieur William envisage de s'étendre vers les marécages. Et j'ai peur, madame. J'ai peur pour des gens là-bas qui ne méritent peut-être pas ce qui pourrait leur arriver. Martha Caldwell retire la compresse de ses yeux et regarde Patience avec une intensité douloureuse. Qu'est-ce que tu essaies de me dire, Patience? Sois claire. Patience prend une profonde inspiration. C'est le moment le plus dangereux de sa vie. Les 2 autres bébés ne sont pas morts, madame. Ils ont été emmenés dans la communauté des marécages. Ils y vivent encore. Si Monsieur William va là-bas, le silence qui suit est assourdissant. Martha Caldwell se redresse lentement dans son lit, son visage passant par une série d'émotions, choc, colère, incrédulité, puis quelque chose de plus complexe et plus troublant. « Tu mens », dit-elle finalement, mais sa voix manque de conviction. « Non, madame, Mama Ruth les a sauvés. Elle ne pouvait pas les tuer. Elle les a emmenés chez son frère. Ils ont maintenant 6 ans. Ils s'appellent Grace et Gabriel. » Martha Caldwell porte une main à sa tempe, sa migraine soudain oubliée face à cette révélation. « Pourquoi me dis-tu ça maintenant, après tout ce temps? » « Parce que je vous demande quelque chose, madame. Une seule chose en 6 ans de silence. Si votre mari va dans ces marécages, dites-lui d'éviter la famille de Samuel, le frère de Mama Ruth. Laissez mes autres enfants tranquilles. Ils ne vous ont jamais fait de mal. Ils ne savent même pas qu'ils sont nés esclaves. » Martha Caldwell se lève, marche jusqu'à la fenêtre, regarde l'obscurité au dehors. Patience retient son souffle, consciente qu'elle vient de confier sa vie et celle de ses enfants aux mains d'une femme qui a déjà prouvé sa capacité de cruauté. « Tu réalises ce que tu me demandes ?» dit finalement Martha Caldwell, sans se retourner. « Tu me demandes de mentir à mon mari, de protéger des enfants qui sont légalement notre propriété, des enfants qui nous ont été volés. Ils n'ont été volés à personne, madame. Vous les avez déclarés morts. Aux yeux de la loi, ils n'existent pas. Précisément parce que je ne voulais pas de cette complication. Et maintenant tu viens me dire qu'ils sont vivants, que cette vieille femme m'a défié. » La voix de Martha Caldwell monte, teintée d'une hystérie naissante. Patience fait un pas en avant, risque tout dans un dernier appel. « Madame, vous avez un fils. Edward vient vous rendre visite. Vous savez ce que c'est d'aimer un enfant. Mes 2 autres bébés ne vous coûtent rien où ils sont. Ils ne vous causent aucun problème. Laissez-les simplement vivre. » Martha Caldwell se retourne brusquement, et Patience voit des larmes sur son visage, une vision si inattendue qu'elle reste paralysée. « Tu penses que je ne sais pas ce que j'ai fait ce jour-là? Tu penses que je dors paisiblement la nuit? Chaque migraine que j'ai, chaque douleur, c'est comme si... » Elle s'arrête, se ressaisit, essuie rageusement ses larmes. « Sors, sors immédiatement. » Patience obéit, le cœur battant si fort qu'elle entend à peine ses propres pas. Elle ne sait pas si elle vient de sauver ses enfants ou de les condamner définitivement. Les jours suivants sont une torture. Patience observe, écoute, essaie de déchiffrer les moindres signes de ce qui va se passer. Martha Caldwell ne lui adresse plus la parole, ne la regarde même pas quand elles se croisent. Thomas continue ses tâches enfantines, ignorant le drame qui se joue autour de lui. Puis, une semaine après la conversation nocturne, le groupe de reconnaissance revient des marécages. Patience les voit arriver depuis la fenêtre de la grande maison où elle travaille. Elle descend discrètement, traîne près de l'écurie où les hommes font leur rapport à William Caldwell et Horace Finch. « La terre est marécageuse, pas vraiment cultivable, » dit un des hommes. Et il y a effectivement quelques cabanes de nègres libres par là, mais rien qui vaille vraiment la peine. Des vieux surtout, quelques enfants. Ils vivent misérablement, sans vraie organisation. William Caldwell hoche la tête pensivement. Des papiers d'affranchissement. Certains en ont. Difficile de dire s'ils sont authentiques sans un examen approfondi.
Ça ne vaut peut-être pas l'effort, alors. Mon frère Jonathan avait raison sur le principe, mais en pratique... À ce moment, Martha Caldwell apparaît sur la véranda. « William, puis-je te parler un instant ?» Patience les voit entrer dans la maison ensemble. Elle ne saura jamais exactement ce que Martha Caldwell dit à son mari dans cette conversation privée, mais le résultat est clair. Le projet d'expansion vers les marécages est abandonné. William Caldwell se tournera vers d'autres investissements, achètera finalement des terres plus au sud, loin de la communauté où Grace et Gabriel grandissent. L'année 1854 apporte de nouveaux changements à la région. Les tensions politiques entre le Nord et le Sud s'intensifient après l'adoption du Kansas-Nebraska Act, qui ravive le débat sur l'extension de l'esclavage vers les nouveaux territoires. Ces discussions abstraites et politiques semblent bien loin de la réalité quotidienne de Riverside, mais elles créent une atmosphère d'incertitude qui se répercute même dans les plantations les plus isolées. En juillet de cette année, Mama Ruth tombe gravement malade. Elle a maintenant 81 ans, un âge extraordinaire pour une femme asservie. Pendant des semaines, elle lutte contre une fièvre persistante qui la laisse désorientée et affaiblie. Patience lui rend visite quotidiennement, prépare des tisanes, change ses draps trempés de sueur et écoute les divagations d'une femme qui sait que sa fin approche. C'est pendant une de ces visites nocturnes que Mama Ruth, dans un moment de lucidité, attrape la main de Patience avec une force surprenante. « Enfant, écoute-moi. Quand je serai parti, tu devras trouver un moyen de voir tes autres bébés. Ils méritent de savoir la vérité un jour. Pas maintenant, ils sont trop jeunes, mais un jour. » Comment pourrais-je faire ça, Mama Ruth? Je ne peux pas quitter la plantation. Tu trouveras un moyen. Tu dois. Parce que la vérité est comme l'eau. Tu peux la retenir pendant un temps, mais elle finit toujours par se frayer un chemin. Mama Ruth meurt 3 jours plus tard, un soir d'août particulièrement étouffant. Son corps est enterré dans le petit cimetière des esclaves, sous un simple monticule de terre sans marqueur. Près de 200 personnes des plantations environnantes assistent à la cérémonie informelle. Mama Ruth a aidé à mettre au monde plus de la moitié d'entre eux. Les chants funéraires résonnent dans la nuit chaude, portant la douleur de générations. Patience pleure non seulement la mort d'une femme qu'elle respectait, mais aussi la perte du dernier lien direct avec ses enfants perdus. Mama Ruth était la seule qui connaissait l'emplacement exact de la cabane de Samuel, qui pouvait transmettre des nouvelles. Maintenant, ce lien est coupé. Les mois passent. Thomas grandit, devient un jeune garçon sérieux et observateur. À 7 ans maintenant, il commence à comprendre la complexité de sa position, ni tout à fait esclave des champs, ni vraiment domestique de confiance, sa peau claire, créant une ambiguïté que personne ne sait comment naviguer. Un jour de novembre 1854, alors que Patience travaille dans la salle de couture, elle entend Thomas poser une question à Martha Caldwell qui passe par là. « Madame Caldwell, pourquoi je n'ai pas de frères ou de sœurs ?» Le temps semble s'arrêter. Martha Caldwell regarde Thomas, puis son regard se déplace vers Patience. L'espace d'un instant, quelque chose passe entre les deux femmes. Une compréhension mutuelle du poids des secrets, de la cruauté des choix impossibles. « Tu as été une bénédiction suffisante, Thomas, » dit finalement Martha Caldwell d'une voix étrangement douce. Parfois, Dieu ne nous donne qu'un seul enfant pour que nous puissions concentrer tout notre amour sur lui. Oh, c'est une réponse qui ne satisfait pas Thomas, mais qu'il accepte avec le respect qu'on lui a appris à montrer. Après que Martha Caldwell parte, Patience attire son fils contre elle dans une étreinte serrée, respirant l'odeur de ses cheveux, sentant son petit corps chaud contre le sien. « Maman, pourquoi tu pleures ?» demande Thomas, surpris. « Parce que je t'aime plus que tu ne pourras jamais comprendre », répond Patience. Et c'est vrai, mais c'est aussi une vérité incomplète. Elle l'aime, mais elle aime aussi 2 autres enfants qu'elle ne connaît pas, qui grandissent à quelques kilomètres d'elle, qui portent son sang mais pas sa mémoire. L'hiver de 1854 à 1855
est particulièrement rigoureux. La neige, rare dans cette région, tombe à 3 reprises, transformant les champs de coton en étendues blanches et silencieuses. Pendant ces mois froids, la vie de la plantation se ralentit. Les esclaves travaillent à réparer les outils, à entretenir les bâtiments, à préparer les semis pour le printemps. C'est pendant cette période que Patience prend une décision audacieuse. Elle demande à Isaiah de lui dessiner une carte basée sur les descriptions vagues qu'elle a entendues de Mama Ruth avant sa mort. Isaiah, qui sait lire et écrire, compétence qu'il cache soigneusement car leur découverte pourrait entraîner de sévères punitions, trace sur un morceau de tissu caché les contours approximatifs du chemin vers la communauté des marécages. « Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça ?» demande-t-il inquiet. « Je ne sais pas encore, mais si une opportunité se présente, je veux être prête. » L'opportunité arrive de manière inattendue en mars 1855. Martha Caldwell, dont la santé se détériore progressivement, doit se rendre à Charleston pour consulter un spécialiste réputé. Elle décide d'emmener Patience avec elle pour s'occuper de ses affaires personnelles pendant le séjour de 2 semaines. C'est inhabituel. Normalement, elle prendrait une de ses domestiques de chambre habituelles. Mais Martha Caldwell a développé une dépendance étrange envers Patience depuis leur conversation nocturne. Elle ne lui parle toujours pas directement de ce qui s'est passé, mais sa présence semble la réconforter d'une manière qu'elle ne peut ou ne veut pas expliquer. Le voyage à Charleston se déroule sans incident. Patience loge dans les quartiers des domestiques de la maison que les Caldwell maintiennent en ville. Elle accompagne Martha Caldwell chez le médecin, fait ses courses, prend soin de ses vêtements. Mais elle observe aussi, mémorise les rues, comprend comment la ville fonctionne, voit pour la première fois de sa vie l'océan au loin. C'est là, dans cette ville portuaire bouillonnante d'activité, qu'elle entend pour la première fois des rumeurs sur ce qu'on appelle le chemin de fer clandestin, le réseau secret d'abolitionnistes qui aide les esclaves fugitifs à atteindre le nord. Elle n'ose pas s'approcher de ces cercles, mais simplement savoir qu'ils existent change quelque chose en elle. La possibilité d'évasion, de liberté, n'est peut-être pas aussi impossible qu'elle le croyait. Quand elles retournent à Riverside, Patience porte en elle une nouvelle résolution. Elle commence à économiser chaque petit objet de valeur qu'elle peut mettre de côté. Un bouton en argent trouvé dans la grande maison, un morceau de tissu fin, quelques pièces de monnaie données comme pourboire par des visiteurs. Elle cache ses trésors minuscules dans un trou sous une planche de sa cabane, construisant lentement une réserve pour un futur qu'elle n'ose pas encore définir clairement. Thomas, maintenant âgé de 8 ans, commence à poser des questions plus difficiles. Pourquoi je dois travailler mais les enfants blancs à l'école n'ont pas à le faire? Pourquoi certains esclaves sont battus et d'autres non? Pourquoi ma peau est différente de celle de papa? Patience et Isaiah luttent pour répondre honnêtement sans briser l'esprit de leur fils. Comment expliquer à un enfant les horreurs d'un système conçu pour le déshumaniser? Comment le protéger de la vérité sans le laisser sans défense face à elle? Le monde est injuste, Thomas, dit finalement Isaiah un soir, ses grandes mains de forgeron posées doucement sur les épaules de son fils. Mais l'injustice ne dure pas toujours. Un jour les choses changeront. Quand? Je ne sais pas. Peut-être pas de notre vivant. Mais tu dois survivre, apprendre, rester fort. Pour toi et pour... Il s'arrête, jette un regard à Patience qui détourne les yeux. Pour tous ceux qui viendront après toi. Les années continuent leur marche implacable. 1856, 57, 58. La nation se dirige inexorablement vers le conflit qui éclatera en 1861. Mais pour l'instant, la vie à Riverside maintient son rythme familier de brutalité ordinaire et de petits moments de grâce volés à la dureté du quotidien. Grace et Gabriel, maintenant âgés de 11 ans, grandissent dans la communauté des marécages sans jamais connaître leur véritable origine. Esther et Samuel leur ont raconté l'histoire de la nièce décédée tant de fois qu'elle est devenue une vérité acceptée. Les jumeaux sont heureux dans la mesure où le bonheur est possible pour des enfants noirs dans le sud esclavagiste. Même libres,
Ils vivent avec la conscience constante du danger et de la précarité de leur statut. Grace hérite des talents de couture de sa mère biologique qu'elle n'a jamais connue. Elle passe ses journées à réparer les vêtements de la communauté, à créer des motifs complexes de patchwork qui racontent des histoires sans mots. Gabriel est plus aventureux, explore les marécages, devient expert dans la navigation de ses eaux traîtresses, apprend à chasser et à pêcher. Ils sont proches de la manière dont les jumeaux le sont souvent, avec une connexion qui va au-delà des mots. Parfois, Grace se réveille au milieu de la nuit avec la sensation étrange qu'il manque quelqu'un, qu'il devrait y avoir une troisième personne avec eux. Elle le mentionne une fois à Gabriel qui admet avoir exactement le même sentiment. Esther les rassure que c'est normal, que les jumeaux sentent souvent des choses que les autres ne sentent pas. À Riverside, Thomas développe une fascination pour les livres. Martha Caldwell, dans un moment de générosité inexplicable, ou peut-être de culpabilité persistante, lui permet d'accéder à quelques vieux volumes de la bibliothèque. Elle ne lui enseigne pas directement, ce serait trop scandaleux, mais elle laisse les livres ouverts sur des tables où il peut les voir. Thomas apprend à lire en secret, déchiffrant lentement les mots, ouvrant des fenêtres sur des mondes qu'il ne pourra jamais visiter. En 1858, William Caldwell meurt subitement d'une attaque cardiaque. Il a 53 ans. Sa mort plonge la plantation dans l'incertitude. Martha Caldwell, maintenant veuve et sans enfant direct pour hériter, leur fils unique est mort en bas âge bien avant les événements de 1847, doit gérer seule une exploitation massive. Elle fait venir Jonathan de Charleston pour l'aider, et pendant plusieurs mois, l'avenir de Riverside et de tous ceux qui y vivent est suspendu à des négociations légales et financières complexes. Il est question de vendre des portions de terre, de réduire le nombre d'esclaves, peut-être même de liquider entièrement la propriété. Patience vit ces mois dans une terreur constante. Si la plantation est vendue, si les esclaves sont dispersés dans différentes ventes aux enchères, elle sera séparée de Thomas. Il pourrait être vendu à n'importe qui, n'importe où, et elle ne le reverrait jamais. Le cauchemar de 1847 se répéterait d'une manière différente, mais tout aussi déchirante. Finalement, un compromis est trouvé. Martha Caldwell conserve la propriété mais la réduit de moitié, vendant les terres périphériques et 40 des esclaves. Une vente aux enchères est organisée en septembre 1858. C'est un jour d'horreur absolue pour tous ceux impliqués. Des familles entières sont déchirées, des enfants arrachés à leur mère, des couples séparés après des décennies ensemble. Isaiah est parmi ceux vendus. Son prix est élevé, un forgeron compétent vaut beaucoup, et il est acheté par un planteur du Mississippi. La nuit, avant son départ, lui et Patience restent éveillés dans leur cabane. Thomas endormi entre eux et ne disent presque rien. Que pourrait-on dire qui ait du sens face à une séparation permanente imposée par la cruauté d'un système qui les considère comme du bétail? « Prends soin de notre garçon », dit finalement Isaiah à l'aube. « Et si jamais tu revois les deux autres, dis-leur que leur père pensait à eux. Même sans les connaître, je les ai aimés. » « Oh, comment vais-je les revoir si je ne sais même pas où ils sont exactement ?» répond Patience amèrement. « Tu trouveras un moyen. Tu as toujours été plus forte que tu ne le penses. » Isaiah part enchaîné avec les 39 autres personnes vendues, conduites en coffre, une ligne de captifs enchaînés les uns aux autres, vers leur nouvelle destination. Thomas pleure pendant des jours. Patience s'enferme dans un silence si profond que même Martha Caldwell remarque et envoie le docteur Pemberton, maintenant âgé de 65 ans et encore plus usé par les années. Elle a besoin de repos, déclare le médecin, après un examen superficiel, et peut-être de quelque chose pour calmer les nerfs. Mais Patience refuse le laudanum qu'on lui offre. Elle veut garder son esprit clair, parce qu'au milieu de son désespoir, une idée a germé, terrible dans son audace, presque impossible dans son exécution, mais peut-être sa seule chance. L'année 1859 apporte des changements encore plus profonds.
L'exécution de John Brown à la suite de son raid sur Harper's Ferry secoue toute la nation. Dans le Sud, la peur d'une révolte généralisée des esclaves inspire de nouvelles lois restrictives, plus de patrouilles, moins de liberté de mouvement même pour les personnes asservies les plus fiables. Mais c'est aussi pendant cette période que Patience commence à exécuter son plan. Elle utilise sa position de domestique de confiance de Martha Caldwell pour glaner des informations, pour comprendre qui possède quelle propriété, où se trouvent les communautés de personnes libres, quels sont les chemins sûrs à travers les marécages. En octobre 1859, Martha Caldwell tombe malade, alitée par ce qui ressemble à une pneumonie. Le docteur Pemberton est convoqué et prescrit du repos complet. Pendant 2 semaines, Patience reste pratiquement constamment à son chevet, administrant des médicaments, changeant ses draps, veillant pendant les nuits fiévreuses. C'est pendant une de ces longues nuits, alors que la fièvre fait délirer Martha Caldwell, que celle-ci commence à parler. « Les bébés, murmure-t-elle. Je vois les 3 bébés. Pourquoi ai-je fait ça? Pourquoi? Dieu me punit maintenant. Je n'ai plus d'enfant. William est mort. Je suis seule. » Patience pose une compresse fraîche sur son front. « Madame, vous délirez. Reposez-vous. »« Non, je sais ce que j'ai fait. Je me souviens de chaque jour. Thomas, il me regarde avec tes yeux et je vois l'accusation. Les 2 autres, où sont-ils maintenant? » C'est le moment que Patience attendait. Elle se penche plus près. « Madame, si je vous dis où ils sont, me permettrez-vous de les voir, juste une fois avant de mourir ?» Martha Caldwell ouvre les yeux, étonnamment lucide soudain malgré la fièvre. « Tu penses que je vais mourir? Tout le monde meurt, madame. Et je pense que vous portez un poids qui ne vous laisse pas de répit. Peut-être qu'avant la fin, vous pourriez faire une chose bonne. Une seule. » Le silence s'étire. Puis Martha Caldwell hoche faiblement la tête. « Si je survis à cette maladie, je te donnerai un laissez-passer pour une journée, pour aller où tu dois aller. » Martha Caldwell survit. Sa constitution, malgré les années de migraines et de maladies diverses, s'avère plus robuste qu'on ne l'aurait cru. En décembre 1859, maintenant en convalescence, elle honore sa promesse. Elle signe un laissez-passer officiel autorisant Patience à voyager hors de la plantation pour une journée, prétendument pour aller chercher des fournitures médicales spéciales dans un village voisin. Patience part à l'aube, son cœur battant si fort qu'elle craint qu'on ne l'entende. Elle prend avec elle la carte approximative dessinée par Isaiah des années auparavant, maintenant usée et fragile. Le voyage vers les marécages prend 3 heures à pied à travers des chemins boueux et des forêts épaisses. Elle trouve finalement la communauté, une collection de cabanes simples construites sur des pilotis pour les protéger des inondations, entourées d'eau sombre et de végétation luxuriante. Elle demande Samuel et Esther, et les gens la regardent avec méfiance, mais finissent par la conduire vers la cabane la plus éloignée. Samuel est mort depuis 1 an, apprend-elle. Esther, maintenant âgée de 82 ans et presque aveugle, est toujours vivante. Quand on lui dit qu'une visiteuse demande à la voir, elle accepte avec confusion. Patience entre dans la cabane et voit la vieille femme assise sur un banc près d'une fenêtre ouverte. « Esther, je suis Patience. Maman Ruth était... » Ruth. Les yeux aveugles d'Esther se remplissent de larmes. « Ma belle-sœur, elle est partie maintenant. » Oui, il y a 5 ans. Mais avant de mourir, elle m'a dit que vous avez mes enfants. Esther reste silencieuse pendant un long moment. Puis elle appelle. Grace, Gabriel, venez ici. 2 adolescents entrent dans la cabane. Une fille mince et gracieuse avec des yeux perçants. Un garçon plus robuste avec les larges épaules d'un travailleur. Il regarde Patience avec curiosité et une pointe de méfiance. Patience les examine, le souffle coupé. Elle voit Isaiah dans le front haut de Gabriel, ses propres traits dans la forme des yeux de Grace. Elle voit aussi Thomas, le même pli à l'oreille gauche chez Gabriel, la même fossette à droite de la bouche chez Grace. « Bonjour », dit-elle doucement, sachant qu'elle ne peut pas leur dire la vérité. « Pas maintenant, pas dans ces circonstances. Je suis une amie de Maman Ruth,
Elle voulait que je vous voie, que je sache que vous alliez bien. Grace et Gabriel échangent un regard confus. Nous allons bien, dit finalement Grace. Pourquoi Mama Ruth s'inquiéterait pour nous? Parce qu'elle s'inquiétait pour tous les enfants. Patience lutte pour contenir ses émotions. Vous êtes en sécurité ici? Heureux? Autant qu'on peut l'être, répond Gabriel avec une maturité au-delà de ses 12 ans. On est libre. C'est plus que beaucoup d'autres peuvent dire. Patience passe 2 heures avec eux, posant des questions sur leur vie, leur racontant des histoires inventées sur Mama Ruth et sur la région au-delà des marécages. Elle mémorise chaque détail de leur visage, chaque inflexion de leur voix, sachant qu'elle pourrait ne jamais les revoir. Quand elle doit partir, Grace la serre dans ses bras impulsivement. « Merci d'être venue, dit-elle. C'est agréable de rencontrer quelqu'un de l'extérieur qui se soucie. » Patience retourne à Riverside dans un état de bouleversement émotionnel total. Elle a vu ses enfants perdus. Ils sont vivants, en bonne santé, libres d'une certaine manière. Mais ils ne savent pas qui elle est. Elle ne peut pas les réclamer, ne peut pas leur dire la vérité, ne peut pas les protéger au-delà de cette visite unique. Cette nuit-là, elle raconte tout à Thomas. Il a maintenant 12 ans, assez âgé pour comprendre. Elle lui parle de la naissance, de la décision de Martha Caldwell, du sacrifice de Mama Ruth, de l'existence de sa sœur et de son frère. Thomas écoute en silence, son visage passant par une gamme d'émotions. Choc, incrédulité, colère, tristesse. J'ai une sœur et un frère. Tout ce temps, oui, et un jour peut-être quand tout cela sera terminé, l'esclavage, cette vie, vous pourrez vous connaître vraiment. Comment? Comment ça peut finir? C'est comme ça depuis toujours. Rien ne dure toujours, mon fils. Ton père avait raison. Le changement viendra. L'année 1860 arrive avec son cortège de tensions politiques insurmontables. L'élection d'Abraham Lincoln en novembre déclenche la sécession des États du Sud. En décembre, la Caroline du Sud est le premier État à quitter l'Union. En avril 1861, les premiers coups de feu de la guerre civile résonnent à Fort Sumter, dans le port de Charleston. La guerre transforme tout. Les hommes blancs partent pour rejoindre l'armée confédérée, laissant les plantations sous-encadrées et vulnérables. À Riverside, maintenant réduite à moins de 100 esclaves, Martha Caldwell lutte pour maintenir la production avec un personnel insuffisant et des ressources qui s'amenuisent. Thomas, maintenant âgé de 14 ans, travaille comme domestique principal. Sa peau claire lui vaut des responsabilités accrues, mais aussi une position de plus en plus inconfortable, ni tout à fait esclave, ni jamais libre, observée avec ressentiment par certains esclaves plus foncés et avec suspicion par les rares blancs restants. Les années de guerre sont chaotiques. Les nouvelles arrivent de manière fragmentée, batailles gagnées et perdues, le blocus naval de l'Union qui étrangle l'économie du Sud, les souffrances croissantes de la population civile. Dans cette tourmente, des opportunités émergent pour ceux qui osent les saisir. En 1863, après la proclamation d'émancipation de Lincoln, des rumeurs circulent parmi les esclaves. Ceux qui réussissent à atteindre les lignes de l'Union seront libres. Des centaines, puis des milliers de personnes asservies fuient vers le nord. C'est dangereux. Les patrouilles confédérées exécutent sommairement ceux qu'elles capturent, mais l'espoir de liberté l'emporte sur la peur. Patience, maintenant âgée de 40 ans, sait que son temps est compté. Si elle veut agir, si elle veut donner à Thomas une chance de vraie liberté, elle doit le faire maintenant. Elle commence à planifier une évasion, utilisant les contacts qu'elle a développés au fil des années, les connaissances géographiques qu'elle a accumulées. En septembre 1863, alors que les forces de l'Union progressent de plus en plus profondément dans le territoire confédéré, Patience prend la décision de fuir avec Thomas. Ils partiront d'abord vers les marécages, récupéreront Grace et Gabriel si possible, puis tenteront d'atteindre les lignes de l'Union. La nuit choisie pour l'évasion est celle d'une nouvelle lune, l'obscurité maximale pour couvrir leurs mouvements. Patience laisse une note pour Martha Caldwell, un geste inutile peut-être, mais qui lui semble important. La note dit simplement « Je pars retrouver mes 3 enfants. Je prie pour que vous trouviez la paix que vous cherchez. » Ils se glissent hors de leur quartier au milieu de la nuit.
portant avec eux seulement ce qu'ils peuvent transporter. Un peu de nourriture, des vêtements de rechange, la carte vers les marécages. Le voyage est difficile, fait de marches nocturnes et de cachettes diurnes. Ils atteignent la communauté des marécages 3 jours plus tard, épuisés et affamés. Esther est morte depuis plusieurs mois, apprennent-ils. Grace et Gabriel vivent maintenant seuls dans la cabane, se débrouillant comme ils peuvent dans un monde qui devient de plus en plus dangereux même pour les Noirs libres. Patience leur révèle enfin la vérité. La réaction est complexe, choc, colère d'avoir été trompés pendant si longtemps, mais aussi une reconnaissance émergente de connexions qu'ils ont toujours senties sans pouvoir les nommer. « Vous êtes des triplés », leur dit Patience ce soir-là, les 3 adolescents assis devant elle dans la petite cabane. Nés le même jour, du même ventre. Séparés parce qu'on m'a dit que je ne pouvais garder qu'un seul d'entre vous. Grace pleure silencieusement. Gabriel serre ses poings, la rage évidente sur son visage. Thomas les regarde tous les deux comme s'il les voyait pour la première fois. Et en un sens, c'est le cas. Ils ne peuvent pas rester longtemps. Les marécages ne sont plus sûrs avec les patrouilles confédérées qui intensifient leurs recherches de fugitifs. Ensemble, les 4 décident de tenter d'atteindre Beaufort, une ville côtière tombée aux mains de l'Union au début de la guerre. Le voyage prend 2 semaines de marche prudente, de détours pour éviter les patrouilles, de nuits passées dans des granges abandonnées ou sous les arbres. Ils sont aidés par des segments du Underground Railroad qui continuent d'opérer malgré la guerre, par des Quakers sympathisants, par d'autres fugitifs qui partagent des informations sur les routes les plus sûres. Ils atteignent finalement Beaufort en octobre 1863, affamés et exténués mais vivants et ensemble. La ville, occupée par l'Union, grouille de soldats nordistes et de milliers d'anciens esclaves qui ont afflué vers la liberté. C'est là que leur histoire aurait pu prendre une fin heureuse et simple. Mais l'histoire, surtout celle-ci, ne se termine jamais proprement. Les archives officielles du comté de Beaufort, Caroline du Sud, contiennent plusieurs documents intrigants datant de 1864. L'un d'eux est une demande formelle de reconnaissance de statut de personne libre, signée par 4 individus, Patience, Thomas, Grace et Gabriel, Grace, et ils n'utilisent plus le nom de famille de leurs anciens maîtres, mais ont adopté le nom Freeman, littéralement homme libre. Un autre document, daté de 1865, peu après la fin de la guerre, mentionne qu'une femme nommée Patience Freeman a témoigné dans une procédure concernant l'inventaire des propriétés confédérées confisquées. Elle aurait déclaré sous serment avoir donné naissance à des triplés en 1847 sur la plantation Riverside, mais que seulement un enfant avait été enregistré vivant. Le témoignage semble avoir été utilisé dans le cadre d'une enquête plus large sur les pratiques de la plantation. Mais les résultats de cette enquête ne sont jamais clairement documentés. Martha Caldwell survit à la guerre mais perd presque tout. Riverside est partiellement brûlée pendant les derniers mois du conflit. Ces terres saisies par le gouvernement fédéral dans le cadre des confiscations de propriétés confédérées. Elle meurt en 1868, à l'âge de 63 ans, dans une petite maison de Charleston, loin de la splendeur qu'elle avait autrefois connue. Son certificat de décès liste la cause comme « maladie prolongée ». Mais une lettre retrouvée parmi ses effets personnels suggère que son état mental avait considérablement décliné dans ces dernières années. Le docteur Silas Pemberton continue d'exercer jusqu'à sa mort en 1870. Son journal médical personnel, découvert par un descendant dans les années 1920, contient une entrée non datée qui dit simplement « Certaines décisions médicales hantent l'âme plus que les échecs techniques. Les enfants vivants déclarés morts pèsent plus lourd que les morts qu'on a pu sauver. Quant aux triplés eux-mêmes, les traces deviennent fragmentaires après la guerre. Des documents de recensement de 1870 montrent un Thomas Freeman travaillant comme instituteur à Charleston, enseignant à lire et écrire aux enfants d'anciens esclaves. Une Grace Freeman apparaît dans les registres d'une coopérative de couturières à Beaufort la même année. Gabriel Freeman est mentionné dans un journal local comme ayant acheté une petite parcelle de terre dans les anciens marécages où il avait grandi.
la première propriété foncière détenue par un noir dans cette région. Patience elle-même disparaît des registres historiques après 1870. Certains descendants de la famille Freeman, car oui, il y a des descendants qui portent ce nom aujourd'hui dans la région de Beaufort, racontent une histoire transmise oralement de génération en génération. Selon cette tradition familiale, Patience aurait passé ses dernières années à voyager entre les 3 endroits où vivaient ses enfants, partageant son temps également entre eux, refusant de s'installer définitivement quelque part, de peur de montrer une préférence. Elle serait morte en 1876, mais les détails sont contradictoires. Certaines versions disent qu'elle était chez Thomas, d'autres chez Grace, d'autres encore chez Gabriel. Peut-être était-ce important pour ceux qui racontaient l'histoire de ne pas privilégier un enfant sur les autres, même dans la mort. Il y a une tombe à Beaufort, dans le cimetière des anciens esclaves émancipés, qui porte une inscription simple. Patience Freeman, née esclave, morte libre, mère de 3. Mais aucun document officiel ne confirme que c'est bien elle qui y est enterrée. Ce qui reste, au-delà des documents fragmentaires et des histoires contradictoires, c'est une question qui hante encore aujourd'hui ceux qui étudient cette période. Combien d'autres mères ont dû faire des choix impossibles? Combien d'autres enfants ont été séparés non par la vente, la forme d'horreur la plus documentée de l'esclavage, mais par des décisions plus insidieuses, prises dans des infirmeries obscures, enregistrées dans des livres falsifiés, effacés de l'histoire officielle. Les registres médicaux partiellement brûlés du comté de Beaufort contiennent d'autres anomalies similaires à celles notées en 1847, des naissances multiples, enregistrées comme des naissances simples, des enfants déclarés morts-nés qui n'ont jamais été enterrés dans les cimetières officiels, des écarts inexpliqués entre les témoignages oraux et la documentation écrite. L'histoire de Patience et de ses triplés pourrait être l'une parmi des centaines, des milliers peut-être, de tragédies similaires perdues dans les silences de l'histoire. Ou peut-être est-ce l'histoire particulièrement exceptionnelle d'une femme qui a réussi, contre toute attente, à récupérer ce qui lui avait été volé. Les descendants Freeman qui vivent encore dans la région aujourd'hui maintiennent que l'histoire est vraie. Ils montrent des photos délavées de 3 personnes âgées prises ensemble en 1900, qu'ils identifient comme Thomas, Grace et Gabriel, tous 3 ayant survécu jusqu'à un âge avancé. Thomas mort à 81 ans, Grace à 79, Gabriel à 83. Les 3 sont enterrés dans le même cimetière à Beaufort, leurs tombes formant un triangle parfait. Mais les sceptiques soulignent les incohérences dans les documents, l'absence de confirmation indépendante, la nature pratiquement impossible à vérifier de nombreux détails. Ils suggèrent que l'histoire pourrait être une fusion de plusieurs récits différents, une légende familiale qui a grandi au fil des générations pour devenir plus dramatique et plus complète que la réalité ne l'était. Ce qui est indéniable cependant, c'est que quelque chose d'extraordinaire s'est passé sur la plantation Riverside en 1847. Les registres médicaux portent cette annotation étrange. Des témoignages contradictoires existent dans les archives de l'après-guerre. Une communauté de personnes libres dans les marécages a effectivement disparu progressivement après la guerre, ses membres se dispersant dans les villes et les nouvelles opportunités qui s'ouvraient. Et quelque part dans tout cela, 3 vies ont commencé ensemble, ont été brutalement séparées et peut-être, ont trouvé leur chemin l'une vers l'autre à la fin. Cette histoire vous a-t-elle troublé? Vous êtes-vous demandé si tout cela pouvait être vrai? Les documents existent, fragmentaires et contradictoires. Les descendants existent, portant des histoires qu'ils ont héritées de leurs ancêtres. Mais la vérité complète, comme tant de vérités de cette époque sombre, reste enveloppée de mystère. Dites-nous en commentaire ce que vous pensez. Est-ce que Patience a vraiment récupéré ses 3 enfants? Ces documents sont-ils authentiques ou une reconstruction post-guerre? Et surtout, combien d'autres histoires similaires restent enterrées dans les archives brûlées et les silences transmis de génération en génération? Abonnez-vous pour plus d'histoires comme celle-ci. Des récits
qui exhument les vérités inconfortables du passé et vous laissent avec plus de questions que de réponses. Partagez cette vidéo avec ceux qui s'intéressent à l'histoire vraie, à ces moments où la cruauté humaine et la résilience humaine entrent en collision de manière que nous n'aimons pas examiner, mais que nous ne pouvons pas nous permettre d'oublier. Parce qu'au final, peut-être que ce qui importe n'est pas de savoir si chaque détail est historiquement vérifié, mais de reconnaître que des tragédies comme celle-ci se sont produites, encore et encore, dans un système conçu pour briser les familles et voler l'humanité de millions de personnes. Et que parfois, malgré tout, l'amour maternel trouvait un moyen de survivre.